Dimanche 12 mai 2024, voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par les titres. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un hub en matière d'industrie extractive au regard des importantes découvertes pétrolières, gazières et minières. Le ministre Mamadou Sangafoua veut améliorer la politique de gouvernance dans le secteur. Il a procédé à l'affichage d'une plaque des valeurs aussi bien à son cabinet que dans les administrations sous sa tutelle. Les femmes du RHDP sont en mission. Elles vont parcourir plusieurs localités du pays avec pour objectif de remobiliser la base du parti. Les femmes du parti au pouvoir s'engagent également pour l'enrôlement de nouveaux électeurs en vue des élections de 2025. La tournée a été lancée ce dimanche au complexe sportif d'Abobo. Et puis, les militaires prennent le cahier et le stylo, le temps d'une formation à Bouaké sur plusieurs sujets, notamment les droits de l'homme, les violences basées sur le genre, les juridictions civiles et militaires, formation à l'endroit des officiers, sous-officiers et soldats du rang, initiative de l'état-major de l'armée de terre et ses partenaires. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un hub en matière d'industrie extractive au regard des importantes découvertes pétrolières, gazières et minières. Le ministre Mamadou Sangafoua veut améliorer la politique de gouvernance dans le secteur. Il a procédé à l'affichage d'une plaque des valeurs, aussi bien à son cabinet que dans les administrations sous sa tutelle. On voit cela avec Lansine Bakayoko. À l'entrée du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cette plaque des valeurs en 5 points rétablit les règles et se présente comme un outil qui prône les valeurs d'éthique et de bonne gouvernance. Ce changement a été imposé en partie à cause des exigences de plus en plus fortes des citoyens, attachés aux valeurs et aux principes d'équité, de justice et de transparence dans la gestion des affaires publiques, notamment dans les industries extractives. Une volonté forte aussi du ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Notre ambition est de faire des ressources minérales et énergétiques le levier d'une nouvelle phase de croissance soutenue et durable pour la Côte d'Ivoire. Nous avons tous ici conscience de l'image parfois exagérée que notre département renvoie à la société. De façon globale, il s'agira pour chaque agent d'améliorer de manière continue la qualité et la productivité du service public. Cet outil permettra de lutter efficacement contre la corruption en codifiant le comportement individuel et collectif, renforçant la culture du secret du service public dans l'intérêt de la nation. L'intérêt supérieur de la nation est une boussole morale qui doit nous guider. Alors je compte sur vous pour que nous puissions observer cette valeur. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly espère que tous les agents se reconnaîtront dans ces valeurs pour s'en approprier. L'État veut faire sortir le secteur du commerce de l'informel. Le ministre Souleymane Diarra a affiché cette volonté à la naissance de la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. L'organisation, qui a vu le jour ce samedi, vise à porter les intérêts des commerçants et à redynamiser le secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Fred Oulaye, Léon Bro. Le commerce contribue pour 15% au produit intérieur brut, mais le secteur peine à s'affranchir de l'informel. Les marchés brûlent à tout moment. Ça, c'est un problème majeur. La reconstitution du capital pour ramener le commerce est un véritable problème. En d'autres termes, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de garantie. Pour faire face aux défis, une nouvelle organisation, la MUCI, la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire, portée sur les fonds baptismaux à travers la présente Assemblée générale. L'activité de ce jour constitue le couronnement d'un processus entamé depuis 2015. Porté par la majorité à la tête de la MUCI, le maire d'Adjamé, Farid Koussoumaoro, a entre autres priorités la création d'établissements financiers. Avec la création de cette mutuelle, dorénavant les commerçants auront une retraite, auront une assurance pour les incendies des marchés. Également, nous ambitionnons la création d'une banque des commerçants qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas encore venu avoir une bonne assurance, l'assurance qui va prendre les gens au-delà de 60 ans. Or, toutes les assurances que nous avons en Côte d'Ivoire, après 60 ans, on ne peut plus adhérer à une assurance. Alors qu'avec les commerçants, nous avons 60 ans, 70 ans, 90 ans.
Vraiment, c'est une joie totale pour nous. Autre chantier de la MUSI, la couverture maladie universelle, le régime de retraite complémentaire pour commerçants. La MUSI, donc un outil de solidarité et d'entraide dans le prolongement des initiatives du président de la République, Alassane Ouattara, pour booster l'activité commerciale, selon le ministre de tutelle. La prise en compte des problèmes liés à la retraite, à la couverture maladie universelle, qui semblait être un rêve utopique pour les commerçants, est aujourd'hui une réalité, à travers la création effective de la mutuelle qui nous réunit ce jour. La mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire devrait à terme permettre de couvrir divers sinistres. Cela permet d'une part d'améliorer les conditions de vie des populations, de créer des possibilités d'employabilité de notre jeunesse et également d'impacter effectivement les coûts et les prix des produits de grande consommation parce que tout cela prend en compte la problématique de la conservation de nos produits. Le conseil d'administration de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire a un mandat de 3 ans pour positionner le commerce comme un levier de la croissance économique. Autre volet de l'actualité, 2 ans après l'organisation de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15 qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Abidjan Legacy Programme, en charge de cette COP15, a organisé une conférence de presse à son siège pour dresser le bilan. Chris Dumondé, Franck Aquadio nous en parle. 2022-2024, 2 ans déjà que la Côte d'Ivoire a organisé la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15. À présent, ce rendez-vous sur l'environnement, 75 000 délégués de 196 pays. Cette conférence est donc l'occasion pour le coordonnateur d'Abidjan Legacy Programme de faire le bilan. 2,5 milliards de dollars pour la gestion et la restauration de nos terres, dépassant de loin nos attentes qui étaient à 1,5 milliard de dollars. Les retombées de la COP15 se sont fait ressentir dans tous les aspects de notre société. Sur le plan économique, elle a généré des revenus importants et créé des emplois dans des secteurs tels que la restauration, l'hôtellerie, les transports et le tourisme. Sur le plan diplomatique, elle a placé la Côte d'Ivoire au centre de l'attention mondiale, renforçant notre position en tant que leader régional dans la lutte contre les changements climatiques. Pendant 10 jours, Abidjan a été l'épicentre de la planète en matière du débat sur les changements climatiques, la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols. Un des succès diplomatiques phares de cette rencontre est la désignation de la Côte d'Ivoire à la tête du bureau de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Abidjan Legacy Programme, c'était des attentes mais aussi des promesses dont les premières portent déjà satisfaction. Nous avons commencé à nous déployer dans les régions du Poro, de la Bagoué, du Folon, du Tchologo, des lacs du district autonome du Bas-Sassandra, San Pedro et Grand Béribi, afin de proposer aux populations rurales agricoles des options de développement durable et viable. Nous serons bientôt à l'ouest du pays, dans le Bafing, le Cavali, le Grémont, le Tonkoui, afin de couvrir tout le pays. La COP 15 en Côte d'Ivoire a été un moment décisif dans notre histoire. Elle a démontré notre capacité à accueillir des événements de très grande envergure. Elle a renforcé notre détermination à protéger notre environnement pour les générations futures. La COP 15 est prévue, elle, pour décembre 2024 en Arabie Saoudite. Et puis le président de la COP15 est en visite de travail à Erevan en Arménie. Demain lundi, il démarre officiellement ses activités. Mais avant, ce dimanche, Alain Richard Domaï a visité quelques sites religieux, dont le siège de la chrétienté arménienne. Kraskando Kenebois, envoyé spéciaux. Erevan, capitale de l'Arménie, située entre l'Europe et l'Asie. Le président de la COP15 y est pour une visite de travail. En marge de son séjour, Alain Richard Donvailly a visité ce dimanche plusieurs sites religieux. Le monastère Clov Virap, lieu où Saint Grégoire a été emprisonné 13 ans durant dans un cachot. Le site archéologique de Zouatnos, déclaré patrimoine de l'UNESCO, et la cathédrale Sainte-Étumiadzin, siège de la chrétienté arménienne. La religion est un instrument de la foi. Ma foi est inébranlable, elle est indubitable en Dieu. Donc c'est heureux de venir voir comment la religion chrétienne a pu, elle, s'établir ici. L'influence aussi que d'autres religions ont eu sur ces religions chrétiennes. Parce que nous avons vu des traces de l'Asie et aussi des noms qui venaient d'Afrique. Donc c'est pour dire un peu toute l'universalité de la religion qui peut s'exprimer de différentes façons suivant les endroits
où cette religion s'est développée. La particularité de ce site, c'est que c'est un musée très ancien qui a été conçu en 1896 et qui retrace en fait les origines du christianisme. Par exemple, on trouve des reliques de la croix du Christ, de la dague qui aperçoit le côté du Christ. Et donc ici, on essaie de présenter les origines du christianisme. Parmi les reliques les plus importantes, il y a la lance. Ensuite, il y a la partie du bois de la croix du Christ. Pas de répit ce dimanche pour le président de la COP 15. Alain Richard Donvayi a aussi visité la zone Ramsar. Elle consiste à restaurer les zones humides. C'est un projet qui permet de restaurer une zone humide, faire revenir la biodiversité, notamment les oiseaux et aussi quelques poissons. Ce qui permet à des oiseaux qui se nourrissent de poissons de revenir dans la zone, ceux qui se nourrissent d'insectes également de revenir dans la zone. Donc ce sont des zones qui sont protégées dans le monde. On en a en Côte d'Ivoire, donc des zones humides qu'il faut pouvoir protéger et restaurer. Il y en a pas loin d'Assini, autour de la zone de Ngana, donc où il y a une population d'oiseaux qui y vit et qui est à protéger. Et donc c'est la biodiversité qui est ainsi restaurée et maintenue. Des échanges peuvent être faits entre des projets qui sont réalisés et financés ici, de manière à les répliquer ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire. Pendant son séjour à Erevan, le président Alain Richard Donvayi compte multiplier des partenariats en vue de mieux adresser les questions liées à la désertification et la sécheresse. On en vient au Dimanche Magazine. Herman Guivet s'est entretenu aux 13h avec le ministre Sédé Touré, représentant du RHDP, auprès des organisations libérales nationales et internationales. Leurs échanges ont porté sur le libéralisme et les opportunités que présente cette vision pour la Côte d'Ivoire. Extrait. On pourrait essayer de définir le libéralisme à travers l'impact des politiques qui touchent les populations dans le quotidien. Pour ce qui relève de la Côte d'Ivoire, vous avez le taux de croissance qui a été annoncé depuis plusieurs années sur 8%, c'est ce que nous avons vécu, mais en termes matériels et de ressenti, ce sont les routes que les populations parcourent chaque jour et qui font de la Côte d'Ivoire aujourd'hui le pays qui a plus de 50% du réseau routier de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi le secteur de la santé avec les nombreuses constructions d'hôpitaux. C'est aussi la couverture maladie universelle, c'est le plan social du gouvernement. Tout ça, ce sont les effets de la mise en œuvre de la politique libérale. Donc, globalement dit, c'est certes l'état de droit, la démocratie, mais aussi les initiatives pour impulser le développement. La communauté libérale internationale était auprès de la Côte d'Ivoire lorsque nous sommes sortis de crise, à accompagner la Côte d'Ivoire parce que le président Ouattara est un libéral convaincu, de sorte à ce que le président Ouattara a déroulé son plan d'action qui fait aujourd'hui la fierté de toute cette communauté libérale internationale. Donc il est bon de garder les contacts avec les amis. Et c'est dans ce cadre que nous jouons ce rôle d'entre-gens pour permettre que cette visibilité libérale soit perçue et que nous puissions développer les meilleures politiques à l'attention des populations ivoiriennes qui en demandent. Direction Bouaké, les militaires prennent le cahier et le stylo, le temps d'une formation sur plusieurs sujets, notamment les droits de l'homme, les violences basées sur le genre, les juridictions civiles et militaires, formation à l'endroit des officiers, sous-officiers et soldats du rang, initiative de l'état-major de l'armée de terre, la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées et le tribunal militaire d'Abidjan. On voit cela avec Soro Corona. 500 officiers, sous-officiers et soldats du rang issus des unités de l'armée de terre du Bouaké sont à l'école des droits de l'homme. Droit international humanitaire, droits de l'homme, régimes matrimoniaux et droits des successions, violences basées sur le genre, juridiction civile et militaire. Des modules inscrits à cette formation. Une campagne de sensibilisation initiée par l'état-major de l'armée de terre en partenariat avec la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées CADA et le tribunal militaire d'Abidjan. La CADA a significativement contribué par les différentes campagnes de sensibilisation et de formation au retrait de la Côte d'Ivoire sur cette liste dite de la honte. Et comme la formation est continue, nous continuons toujours dans cette optique-là. Pour le commissaire du gouvernement, l'ignorance conduit à la violation des droits de l'homme, même les plus élémentaires. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'infractions qui sont commises dans l'ignorance. Et il est important de lever l'ignorance, de lever ces zones d'ombre dans l'esprit des hommes
pour leur permettre d'assurer au mieux les missions qui leur sont confiées. Une communication sur le foncier a permis aux militaires de comprendre les différentes procédures d'acquisition de biens mobiliers. C'est d'attirer leur attention sur le fait que pour acheter un terrain, ils doivent prendre beaucoup de précautions, notamment vérifier auprès des services de la construction pour éviter de se retrouver dans des litiges. Parce qu'il y a beaucoup de parcelles qui ne sont pas approuvées, sur lesquelles il y a beaucoup de mouvements, de transactions. La coordination africaine des droits de l'homme pour les armées a déjà formé les hommes de l'armée de terre à Abidjan et à Daloa. Après Bouaké, ce sera le tour des militaires du Kourougou d'être instruits sur les notions des droits de l'homme. En politique, les femmes du RHDP sont en mission. Elles vont parcourir plusieurs localités du pays avec pour objectif de remobiliser la base du parti. Les femmes du RHDP s'engagent également pour l'enrôlement de nouveaux électeurs en vue des élections de 2025. La tournée a été lancée ce dimanche au complexe sportif d'Abobo. Retrouvons Dangui Dangui. Les femmes du RHDP se sont donné rendez-vous dans la commune d'Abobo pour lancer le rouleau compresseur de leurs forces militantes à travers le pays. Cette mobilisation que vous avez vue, c'est l'engagement des femmes, de toutes les femmes RHDP, de toutes les sympathisantes, en fait de toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour témoigner notre soutien à notre candidat. Nous sommes en bataille maintenant pour attaquer l'intérieur du pays, pour remobiliser nos bases, pour reconquérir des cœurs, afin de conserver le pouvoir en 2025. Pour ces femmes, l'élection de 2025, c'est maintenant. Au sommet de leur parti, le mot d'ordre est clair. Au cours de cette tournée, nous irons à la rencontre de nos sœurs et frères, sans distinction de parti, à travers le pays. Nous écouterons leurs préoccupations, partagerons nos idées et renforcerons nos liens de fraternité, comme l'indique notre hymne national. Les femmes du RHDP ont décidé que leur candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 s'appelle Alassane Ouattara. Le secrétaire exécutif du RHDP de révéler les enjeux de cette tournée nationale de mobilisation des femmes de son parti. Le président du directeur du RHDP, il m'a chargé donc de leur demander de redoubler d'efforts afin que l'opération e-militant qui est actuellement en cours, c'est-à-dire l'opération de recensement de nos militants, soit une opération réussie. Le deuxième message concernant donc la révision électorale. La révision de la liste électorale va démarrer certainement en septembre. Nous voulons faire en sorte que cette opération soit également une réussite totale. Le lancement de cette tournée nationale de mobilisation des femmes du RHDP, en présence de présidents d'institutions, de membres du gouvernement et du gratin de ce parti, va conduire les premiers responsables de l'Union des femmes du RHDP sur le terrain à travers le pays pour la mobilisation des troupes en vue de l'élection de 2025. Et pour la présidentielle de 2025, la mobilisation en dehors des frontières également. Le secrétariat national du RHDP, en charge des militants de l'extérieur, a procédé à l'installation officielle de la délégation RHDP France. Les nouveaux délégués du parti ont reçu leur feuille de route des mains de Ouattara Draman. Le récit de Herman Guivet. Pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Notre candidat s'appelle Alassane Ouattara. Je n'ai aucun doute qu'il soit élu, mais je veux que ce soit un plébiscite. Paris, capitale française. Ouattara Draman, secrétaire national en charge des militants de l'extérieur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'adresse aux nouveaux délégués de zone. Des nouveaux délégués de zone du RHDP en France qui viennent de recevoir leur feuille de route et les objectifs spécifiques qui leur sont assignés en vue de la préparation de la présidentielle de 2025. La feuille de route, elle est là, tout est clair là-dessus. Et on surveillera beaucoup les réseaux sociaux et on va rendre compte comme il se doit. Je suis vraiment content de la confiance renouvelée que le parti a placée en moi. Donc c'est une mission accomplie et continuer à travailler pour la réélection du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, notre boussole. Une réorganisation portée par Tidiane Koné, délégué secrétaire pays RHDP en France. Le délégué extérieur pays France, M. Tidiane Koné, a bien voulu réorganiser la délégation de France en créant, au lieu d'une seule délégation de zone habituelle, il en a créé maintenant
3 au niveau de l'Île-de-France et 4 au niveau des autres provinces. Donc nous sommes venus apporter notre onction. Une vision à laquelle la direction du parti adhère totalement. Tous ceux qui sont proches du RHDP, qui aiment le président Ouattara et qui apprécient ce que le président Ouattara fait pour notre pays, je les appelle au rassemblement et à la remobilisation. Les militants du RHDP préparent le terrain pour la présidentielle de 2025. Un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits sur la liste électorale. L'opération du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui a démarré à l'intérieur du pays, est lancée dans le district d'Abidjan. C'est la commune d'Abobo qui a été choisie pour la mobilisation des militants pour l'opération, avec en ligne de mire la présidentielle de 2025. Le compte-rendu de Michel Digré. Les responsables politiques du PDCI-RDA des 13 communes d'Abidjan ainsi que les militants ont répondu à l'appel du secrétaire exécutif du parti en charge de la mobilisation. L'opération Un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits sur la liste électorale est ainsi engagée dans le district d'Abidjan. L'opération Un Ivoirien, 10 nouveaux inscrits sur la liste électorale ne doit pas être un slogan. Nous devons traduire ce vœu en réalité. Si chacun parmi vous nous amène 10 personnes, ça fait 72 900. Il faut que vous compreniez que l'enjeu, c'est cela. Le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, Augustin Diaoufoué, l'heure du porte-à-porte a sonné pour la réussite de cette opération. L'objectif de cette opération est d'identifier au moins 1 million de nouveaux électeurs à inscrire sur le listing électoral du district d'Abidjan et atteindre 4 millions d'inscrits au niveau national, et ce, en perspective de la présidentielle de 2025. Tout autre chose à présent, le complexe culturel Mohamed VI de Kourbiga au Maroc a abrité ce samedi la cérémonie d'ouverture de la 24e édition du Festival international du cinéma africain de Kourbiga. 28 films seront en lice de ce concours avec la participation de 300 cinéastes africains pour 10 prix. Le cinéma ivoirien est encore présent à ce festival avec 2 films en compétition de court et long métrage. On voit cela avec notre envoyé spécial, Jean-Marc Djadji. Mélange de sonorités berbères et subsahariennes au complexe culturel Mohamed VI de Rouribga. C'est par ses sons graves et aigus du violon que le clap d'ouverture de la 24e édition du Festival international du cinéma africain de Rouribga retentit. Une ambiance qui facilite la synchronisation entre les 300 acteurs du cinéma africain et la vision de la fondation du FICAC, celle de promouvoir et de faire rayonner le 7e art sur le continent africain, à travers une réflexion profonde sur l'esthétique promotrice de liberté culturelle. Le continent africain regorge de talents extraordinaires qui utilisent le 7e art pour partager leur vision unique, leurs expériences et leurs perspectives. Notre festival cherche à les faire connaître et à les mettre en valeur. De cette 24e édition, 13 longs métrages et 15 courts métrages seront en lice pour 10 prix. La Côte d'Ivoire culturelle, à travers ses acteurs et réalisateurs, est encore présente à cette édition du FICAC. Le cinéma ivoirien se signale avec 2 films en compétition et une présence dans le jury des longs métrages. C'est un honneur pour nous d'être là en tant qu'Ivoiriens, fondamentalement. En tant que membre du jury long métrage, c'est quand même le prix le plus important de ce festival. Cela démontre la confiance qu'ils ont en notre savoir-faire. C'est vraiment un honneur pour moi de représenter mon pays et que ce festival-là, à mon avis, fait partie du top 5 des festivals sur le continent africain. La 24e édition du FICAC rendra hommage aux figures du cinéma africain en reconnaissance pour leur brillante carrière. Des conférences, des débats et des projections de films seront prévus sous fond de la célébration du 47e anniversaire du Festival international du cinéma africain de Rouribga, qui prendra fin le 18 mai prochain.
Le district autonome du Sassandra-Marawe a organisé un atelier de restitution au terme des travaux sur la planification et la programmation du plan stratégique de développement. Une rencontre en présence du ministre-gouverneur du district, Mathieu Babodare. Les travaux ont permis de définir les grandes lignes directrices pour l'essor du district du Sassandra-Marawe. Le commentaire de Maïs Akogay. Après 2 jours de réflexion sur la planification et la programmation du plan stratégique de développement du district autonome du Sassandra-Marawe, place à la restitution. Des résultats satisfaisants au sortir d'une rencontre enrichissante. Après avoir fait un lancement dans le mois d'octobre, suivi d'une phase de collecte, restituer le diagnostic stratégique que nous avons élaboré et dégager les grands enjeux de développement qui vont permettre d'avoir les actions pour lesquelles le ministre pourra actionner pour impulser le développement tant attendu au niveau des 2 régions. Cet atelier était présidé par le préfet de région du Haut-Sassandra, représenté par le préfet d'Issia. Le ministre du district autonome du Sassandra-Marawe, Mathieu Babodare, a salué l'implication de tous, non sans revenir sur l'importance de cette rencontre. Nous avons pour mission d'assurer le développement de notre district, donc de nos 2 régions, qui sont la Marawe et le Haut-Sassandra. Et pour ça, il faut un fil conducteur. Et donc, il y a un certain nombre de documents que nous devons avoir sur nous, qui vont nous servir d'éléments pour pouvoir entreprendre le développement de ces régions-là. Ces travaux, tenus en 3 phases, ont permis de mettre en avant les priorités du district autonome du Sassandra-Marawe en matière de développement. À présent, le 7 sur 7, l'actualité marquante de cette semaine, jour après jour, c'est avec Alexis Ouedraogo. Le président togolais Faure Singbe a promulgué lundi la nouvelle constitution votée le 19 avril par l'Assemblée nationale. Elle fait passer le pays de la 4e à la 5e République, du régime présidentiel au régime parlementaire. Le sénateur de la gauche américaine Bernie Sanders, âgé de 82 ans, annonce être candidat à sa réélection au Congrès. Connu pour porter depuis plus de 40 ans des idées socialistes, il a été candidat à l'investiture démocrate pour la Maison-Blanche en 2016, puis 2020. Mercredi, le sud du Brésil était encore dévasté par de fortes inondations. Plus de 500 000 déplacés ont dû quitter leur domicile. Les autorités indiquent 100 morts, 372 blessés et 128 personnes portées disparues. Le général Mahama Idriss Déby Itno a été élu jeudi président de la République du Tchad. Son premier ministre, Succès Masra Batu, conteste cette victoire. Selon les résultats officiels provisoires, le général de 40 ans a recueilli 61,03% des voix. Le président américain Joe Biden s'apprête à taxer 100% des véhicules électriques chinois. La mesure pourrait être annoncée ces prochains jours selon le Wall Street Journal. L'administration démocrate va également augmenter les droits de douane sur les batteries, les équipements pour les panneaux solaires et les minéraux rares. Ce samedi, le monde entier a célébré le musicien jamaïcain Bob Marley, décédé le 11 mai 1981 à Miami. Il reste à ce jour le reggaeman le plus connu dans le monde, avec plus de 200 millions de disques vendus. Ce dimanche, le premier patient à avoir reçu une greffe de rein de porc génétiquement modifié est décédé. En mars, les chirurgiens de l'hôpital général du Massachusetts aux États-Unis avaient réalisé une première mondiale en opérant en 4 heures cet homme de 62 ans qui souffrait d'une maladie rénale en phase terminale. On termine avec ce communiqué émanant du ministère des Ressources animales et halieutiques. Suite à des mortalités suspectes de porcs signalées dans des élevages de porcs situés dans le département de Bois-Flé et la sous-préfecture de Songon, respectivement, le 1er et le 8 mai 2024, les services vétérinaires des différentes localités saisies à cet effet ont mené des investigations afin d'identifier la cause des mortalités.
Ces enquêtes menées sous la supervision de la direction des services vétérinaires ont permis d'effectuer des prélèvements qui ont été acheminés au laboratoire national d'appui au développement agricole, l'ANADA, pour analyse. Les résultats d'analyse du laboratoire du l'ANADA ont confirmé le 10 mai 2024 la présence du virus de la peste porcine africaine, PPA, sur les échantillons provenant de Boisflé et de Songon. Cette situation traduit la deuxième réapparition de la PPA en 2024. La PPA est une maladie hautement contagieuse qui touche les porcs domestiques et sauvages, avec une mortalité pouvant atteindre 100% dans les élevages. Afin de limiter la propagation de la PPA et de l'éliminer, les mesures sanitaires urgentes sont prises conformément au décret numéro 2021-794 du 8 décembre 2021 portant règlement de la police sanitaire des animaux, notamment la prise des arrêtés préfectoraux portant déclaration d'infection respectivement à Songon et Boisflé, l'interdiction des mouvements de porcs, produits et sous-produits porcins dans les localités concernées, l'abattage sanitaire des porcs dans un rayon de 3 km autour des foyers d'infection, le nettoyage et la désinfection des élevages touchés, le renforcement de la surveillance sanitaire dans les zones à risque. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure que tout abattage sanitaire de porc fera l'objet d'une indemnisation conformément au décret numéro 2022-352 du 1er juin 2022 portant modalité d'indemnisation des propriétaires d'animaux lors de l'abattage sanitaire. Signé Sylvie Tiemoko-Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques. Point final. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.